regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons découvrir le nouveau numéro du droit famille entre clairvoyance et l'art de se chicaner. On va discuter avec le rédacteur en chef, Monsieur Dufresne, qui est avec nous. Il va me donner plus de détails sur ce nouveau numéro. On a notre canalisatrice Marie-Pierre Chaumont qui est avec nous. Avec elle, on va parler du syndrome de l'imposteur. Puis elle va forcément nous donner des astuces pour en guérir forcément là. Et puis tout de suite pour commencer, avec toi Gabrielle. Il y a toujours des affaires qui se passent au MIFO. Puis là, tout de suite, là, tu me parles d'une semaine créative. C'est quoi cette semaine créative? Oui, donc c'est la 3e édition de la semaine des rencontres créatives. C'est un peu comme un festival des arts visuels. Donc sur toute une semaine, on offre des ateliers au grand public, aux écoles secondaires et élémentaires et même dans nos services de garde, on va faire des activités. Donc, notre amour pour les arts visuels, on concentre ça dans une semaine. Comme vous le savez sûrement, on a une galerie d'art au MIFO. Donc, c'est important pour nous de sortir les arts de la galerie et d'offrir justement des occasions d'apprentissage pour la communauté. Donc, on n'a pas besoin d'être des très bons artistes. Exactement. On n'a pas besoin d'être des Picasso pour participer aux ateliers. En fait, on y va pour apprendre des techniques. OK, d'accord. Et là, ça se passe de quand? La semaine, elle débute quand, la semaine créative? Le 26 octobre au 2 novembre. Donc, c'est très bientôt, mais vous avez encore du temps pour vous inscrire. Là, je vais y aller en rafale parce qu'on a beaucoup d'ateliers, mais comme d'habitude, on va au mifo.ca, on va trouver toutes les informations au sujet de la semaine des rencontres créatives. D'accord. Petite question avant que tu commences à dévoiler un peu qu'est-ce qui va se passer. Durant cette semaine, tu as parlé des écoles. C'est juste les écoles qui entourent, qui sont dans le coin d'Orléans ou... Ça dépend des années. Nous, on est ouvert à faire des ateliers avec les écoles qui dépassent Orléans, évidemment. Chaque année, ça dépend de quel enseignant veut faire la collaboration avec nous. Je comprends. Mais souvent, oui, c'est les écoles plus près du MIFO parce qu'on se connaît bien et à travers les années, on a souvent travaillé ensemble pour offrir des ateliers. D'accord. Alors, c'est quoi les activités qu'on aura durant cette semaine récréative? Donc, le premier, c'est un atelier pour les 4 à 10 ans. Donc, c'est vraiment un atelier dédié aux enfants. Ça s'appelle Atelier Bâton de la parole. Ça va être le samedi 26 octobre et ça va être avec l'artiste écologique métisse Mélodie Coutou. Donc, et c'est seulement 5 $ par enfant membre du MIFO. Là. C'est super abordable. Les parents peuvent ou pas participer. Ça va être à leur choix. Et ils vont tous créer leur propre bâton de la parole avec... Un bâton de la parole? Oui. J'explique. Le bâton de la parole, selon une tradition autochtone, celui qui a le bâton de la parole a le droit de parole, justement. Les autres doivent écouter. Donc, ça va être une bonne activité avec les enfants. Ils vont faire leur propre bâton et après ça, on va pouvoir leur donner... Tu sais, quand il y a de la chicane, on leur dit « Prends ton bâton, là, c'est ton tour de parler. » C'est ça qu'on voit ici à l'image. Exactement. Donc, les enfants vont pouvoir aller chercher différents matériaux de la nature pour créer leur propre bâton. Donc là, ça va être super intéressant parce que chaque enfant va pouvoir le personnaliser. Un peu, oui, et puis ça les calme un peu, ça les discipline quelque part. On fait, c'est pas ça le but primaire de l'atelier, mais si ça mène à ça, tant mieux. Ça va mener à ça, parce que tu te calmes, l'autre il parle, ensuite t'as ta parole. Exactement. Le prochain atelier, encore là, c'est avec les enfants, mais un peu plus vieux. On va avoir une partie qui va être grand public et une partie qui va être dans le scolaire. D'accord. Donc, ça va être un projet commun pour créer une murale intergénérationnelle. L'atelier grand public va être le 28 octobre et intergénérationnel, on parle pas juste des retraités, ça peut être les adultes aussi. La première partie, ça va vraiment être le grand public. On va avoir des grands espaces pour créer la murale et l'artiste... c'est Nicole Bélanger va aider justement les participants à découvrir des nouvelles techniques avec de l'acrylique, de l'alcool, de la pélie moulante, donc ce qu'on connaît comme du saran wrap. Et du silicone, et ils vont créer la base de la murale pour ensuite la transférer aux élèves de 9e année de la préconcentration en arts visuels de l'École secondaire catholique Béatrice Desloges. Et la murale va être créée en 2 ateliers. Donc là, c'est super intéressant parce que les participants grand public n'auront pas nécessairement
le résultat final tout de suite, mais ils vont pouvoir l'avoir plus tard parce qu'on va avoir l'exposition des œuvres créées dans la Semaine des arts visuels, justement, pendant tout le mois de novembre dans notre galerie. C'est ça que tu disais, pas besoin d'être Picasso. Je trouve ça Non, beau, c'est ça, c'est exactement. Et c'est une belle collaboration, justement, entre différents groupes d'âge, avec des gens qui en connaissent peut-être un peu moins, des élèves qui s'en vont justement dans une concentration en arts visuels. Donc, ça va être vraiment une belle collaboration entre les deux groupes. D'accord. Et puis là, je pense qu'on a aussi... on en a parlé de combien de deux? Je pense en gros, il y a comme 8 activités. Oui, il y en a beaucoup, justement. D'accord. Là, il y a recyclage, gravure à la pointe sèche. Je pense que je vais te garder avec moi parce qu'on va en parler après la pause. Mais toutes les informations, comme tu le dis souvent, là, quand on a besoin d'informations, surtout pour les inscriptions, www.mifo.ca parce que... Alors, moi, je vais garder Gabrielle avec moi parce qu'après la pause, écoutez, on va parler du recyclage, gravure à la pointe sèche, de vernissage et vous allez savoir quand est-ce que tout cela sera exposé. Restez avec moi, regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Le 21 octobre, les Canadiennes et Canadiens éliront un nouveau gouvernement fédéral. Mes invités et moi analyserons pour vous le dénouement de la campagne. Les résultats locaux, lundi 21 octobre, 21h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de la semaine créative qui s'en vient au MIFO. Puis on a parlé de 2 activités, mais il y en a comme une panoplie. Là, Exactement. Là on parle de recyclage, pardon. Exactement. Ça, c'est... Je vous en parle parce que c'est important de souligner qu'on a des ateliers pour les élèves du secondaire et de l'élémentaire. Et celui-là, justement, ça va être pour le scolaire. Avec l'artiste Mignot, les élèves vont créer des œuvres avec des matériaux recyclés. D'accord. Donc, on marie l'environnement et les arts visuels ensemble. Et on sait que l'écologie, en ce moment, c'est un sujet super important, surtout chez les jeunes. Ouais. Ensuite, gravure à la pointe sèche. Tu m'expliques, s'il te plaît? Oui. Donc, l'artiste Jeanne Vaillancourt, elle expose ses œuvres en ce moment au MIFO dans la Galerie d'art jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est extraordinaire ce qu'a fait cette madame-là. C'est super beau. Et justement, les participants vont être invités à expérimenter la gravure sur pointe sèche sur plexiglas. Et ça va être le 29 octobre. Ça va être super intéressant parce que c'est pas un type d'art visuel qu'on a souvent la chance d'expérimenter. J'ai jamais entendu parler de ça. Exactement. Donc, tu sais, la peinture, le dessin, on est habitué, mais la gravure pointe sèche, ça va être vraiment complètement différent. Ça va être super intéressant. On invite les gens à venir découvrir justement ce médium-là qui est nouveau pour beaucoup de gens. OK, d'accord. Et puis ça se fait en combien de temps? L'atelier est 2 heures. OK. Ouais. D'accord, mais pourquoi on prend des réservations et puis on s'y rend. C'est ça, D'accord, là, on va parler le vernissage. Exactement. Le vernissage,
ce qui est bien avec la semaine des rencontres créatives, c'est qu'après ça, au mois de novembre, on fait une exposition communautaire et toutes les œuvres créées, par exemple la murale, par exemple les œuvres créées par les élèves, vont être exposées dans la galerie d'art tout le mois de novembre. Et on peut visiter nos expositions n'importe quand que le MIFO est ouvert et c'est gratuit. Donc, c'est une belle occasion. J'aime le mot-clic, là, gratuit. Exactement. Et le vernissage, ça va être le 1er novembre. Donc, à ce moment-là, ça permet aux artistes de se rencontrer. Les artistes qui ont donné les ateliers vont possiblement être là. Puis nous, on offre une petite bouchée. Puis c'est un beau moment de se rencontrer entre artistes amateurs et artistes professionnels qui ont quelque part travaillé ensemble. Exactement. Et dans le fond, c'est un beau moment d'amour pour les arts visuels. Alors, moi, j'ai noté aussi, il y avait les théâtres aussi, je pense. Exactement. C'est un spectacle assez unique. C'est un atelier spectacle, et ça, c'est pour les enfants. Donc, il va y avoir un 20 minutes de spectacle avec des chants a cappella inspirés par la mer. Et ensuite, les enfants vont créer une grande œuvre, une fresque, une grande murale. Inspirée par la mer. Inspirée par la mer avec les artistes qui ont fait la première partie du spectacle. Et ça, c'est pour les tout petits. D'accord. Ça va être... Moi, j'ai vu des extraits des ateliers qu'ils ont déjà donnés. C'est incroyable, cet atelier-là. Pour votre enfant, c'est voir des artistes professionnels qui font des arts de la scène et des arts visuels. C'est très rare qu'on peut marier les deux. Mm-hmm. Et justement, ça va être très, très sensuel pour les gens, pour les enfants, dans le sens qu'ils vont beaucoup utiliser leur sens. Ils vont peinturer avec leurs doigts, ils vont mélanger les couleurs, etc. Donc, ça va être une expérience super unique pour eux. Puis ce sera vraiment très beau de se salir, hein? On se salit. Oui, on recommande aux parents de mettre du linge aux enfants qui pourrait être taché juste au cas. On va avoir des tabliers, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le visage peut y passer souvent aussi, hein? Ah, on espère que la peinture va être sur la murale et pas sur le visage, mais... Là, on a terminé avec les activités, et puis on va rappeler au monde, comme tu l'as dit tantôt, ça sera ouvert au grand public pour qu'on puisse avoir l'occasion de voir tout ça gratuitement. Exactement. Et puis là, maintenant, je pense que tu nous annonces quelque chose de wow. Hein? Oui, je peux pas tout dévoiler, mais... d'accord. Un tout petit bout, s'il te plaît. Oui, on va avoir la 13e édition du festival Objectif Cinéma Desjardins qui s'en vient au début novembre, donc 4 au 10 novembre. Et on va dévoiler la programmation complète dans les prochains jours. Les billets vont aussi être disponibles. Tous les films sont présentés au Cinestars Orléans. D'accord. Et c'est une quinzaine de longs métrages qui vont être présentés. Certains d'entre eux vont être précédés de courts métrages aussi. Et on va même avoir des invités à certains des films grâce à notre partenariat avec Québec Cinéma. Le film d'ouverture... Acteurs, réalisateurs, les gens vont pouvoir poser leurs questions. Et le film d'ouverture, par contre, a déjà été annoncé. Donc, on fait la soirée d'ouverture UniTV. Le party cocktail est gratuite, pas besoin de billets. Par exemple, pour le film, c'est nécessaire. Et c'est Les Fleurs oubliées qui met en vedette Roy Dupuis, qu'on connaît très bien. Et ça, les billets sont déjà à vente. Fait que si vous voulez tout de suite aller au mifo.ca acheter vos billets pour ce film-là, vous pouvez. Le reste de la programmation s'en vient très bientôt. Et puis avec toi, je sais qu'on aura toutes les informations à la pointe fine. Et puis, je vais inviter encore le monde à la maison à visiter le www.mifo.ca. Déjà, pour participer à la semaine récréative qui commence le 26, donc la semaine prochaine. Et ensuite, il y a le Festival du film qui ouvre aussi chez eux. Donc, vous avez le temps de prendre vos tickets dès maintenant avant qu'ils partent comme des petits pains. Merci à toi, Gabrielle. Merci. Et moi, je vous garde avec moi parce que juste après la pause, on parle du nouveau numéro du droit famille. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche.
Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin la nuit comme le jour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant du nouveau droit famille qui est apparu, je pense, la semaine passée, en octobre. Oui. Le 9 octobre. Le 9 octobre, qui est apparu la semaine passée. Et il y a toujours une panoplie de sujets super intéressants. Et j'aime bien le dossier en toute intimité, parce que ça vient souvent, très très souvent nous chercher. Hein. Puis là, on va découvrir les mères Lambert. Les mères de Lambert, c'est un groupe de femmes informelles qui se réunit autour d'un centre de pédiatrie sociale, le centre de pédiatrie sociale de Hull. Et un centre de pédiatrie, on s'attend à entrer là, avoir un diagnostic pour une otite, pour un enfant, bébé, quelque chose comme ça, puis on ressort et c'est tout. Mais il s'est greffé autour de ce centre-là une communauté de femmes qui s'entraident. Des femmes qui viennent de milieux pas faciles. C'est un milieu souvent défavorisé, des femmes souvent monoparentales qui ont vécu des situations de violence ou pas, mais qui vivent souvent d'un chèque de paye à l'autre, d'aide sociale parfois. Et des femmes qui ont besoin de plus que juste un simple diagnostic de rhume pour leur enfant. Elles ont parfois besoin de pouvoir se retrouver entre mères et connectées. Et aller chercher des conseils, des appuis. Et il y a des histoires parmi ces femmes qu'on a rencontrées, avec qui on a fait des entrevues, Claude Andrea, des histoires qui nous touchent beaucoup, parce que ce sont des femmes qui, des fois, arrivent complètement épuisées, à bout. Une femme, entre autres, qui me racontait, une maman qui me dit comme ça, moi, je suis arrivée au centre avec mes 2 enfants et je leur ai dit, gardez-les, je suis plus capable. Il n'y a pas de jugement au centre de pédiatrie sociale. On ne va pas juger la mère et dire « t'es pas une bonne mère ». Au contraire, on dit « non, attends une minute là. Tu es une bonne mère. Tu vis quelque chose en ce moment qui n'est pas facile. Tu as besoin d'aide. Il y a de l'aide. Il y en a, on est capable. On peut faire des trucs. On peut faire des choses. Et il y a souvent des familles qui vont offrir un répit à une autre mère monoparentale qui a besoin d'un petit coup. Peut-être, sais-tu, là, pour ce soir, m'a faire souper tes enfants, là, puis je vais les garder chez nous pour la nuit. Puis demain matin, tu sais quoi, ça ira mieux. J'aime bien ce que vous avez mentionné tantôt comme... Elles ne sont pas là pour se juger entre elles. Non. Parce que le médecin qui s'occupe de ce centre de pédiatrie, j'ai vu... Dr Anne-Marie Bureau. Exactement. J'ai vu entre griffes qu'elle disait, pour elle, c'est plus important d'avoir un regard aimant par rapport à une mère qui est épuisée et tout. Le dire, t'es une bonne mère, t'es un bon parent, t'es capable. C'est juste que, voilà, tu traverses une petite phase un peu... Non, mais des fois, c'est des grosses phases aussi. Et la Dr Bureau, c'est pas juste un petit pansement qu'elle met sur un bobo. Il y a vraiment un accompagnement social autour de ça. Il y a des intervenants sociaux qui sont à cette clinique-là. Et pourquoi on vous parle de ça? C'est parce que que vous soyez à Ottawa, dans l'Est ontarien ou du côté du Québec, peu importe, des fois, comme parents, on se sent dépassé, épuisé. Oui. Et de voir qu'il existe des ressources comme ça, où on va ouvrir les portes, on va vous accueillir et on va vous dire « T'es une bonne personne. Tu fais un travail extraordinaire. » Il y a des femmes qui... Vous savez, quand on est riche, que l'argent nous sort par les oreilles, qu'on a de nounou pour les enfants, pas trop difficile d'être un bon parent. Ils n'ont pas de maladie aussi. C'est ça, alors c'est pas trop difficile. Là où c'est un exploit, et là où ces femmes-là sont exceptionnelles, c'est qu'elles vivent déjà dans des situations... Des fois, ils ont un passé de toxicomane, des fois, elles ont des réalités de couple très, très difficiles. Et malgré tout, elles arrivent à être des mères extraordinaires parce qu'elles arrivent à élever des enfants dans des contextes très, très difficiles. Et c'est un hommage à ces femmes-là et au travail de l'équipe du docteur Anne-Marie Bureau qu'on fait dans cette édition-là. Ça va beaucoup plus loin parce que j'ai lu dans l'article que je pense qu'elle était en consultation avec une madame et son enfant et tout. Et le médecin de l'autre côté disait, OK, l'enfant, il a atteint de TDAH et tout. Puis le docteur Bureau a dit, non. Une minute, c'est juste de l'anxiété. On va prendre ça comme ça déjà. Au moins, ça enlève un poids sur les épaules des parents. Ils sont pas comme, OK, j'ai fait quelque chose de mauvais ou bien pourquoi c'est à moi que ça arrive. Elle essaie de relativiser, si je peux dire ainsi. On sait que l'école, c'est un moule. Il faut que tu rentres dans le moule. Oui. Et quand tu rentres pas dans le moule, ben on va te diagnostiquer, on va donner un nom à ta condition et on va te donner les médicaments qui vont avec. Oui. Le docteur Bureau
aime prendre un recul, dire non, c'est un enfant qui est anxieux. Pourquoi il est anxieux? Bien, parce qu'il vit un milieu de vie instable présentement. Au lieu de le médicamenter, si on peut corriger ce qui ne va pas dans son milieu familial, on va en faire un enfant plus disponible à apprendre à l'école, plus réceptif et moins problématique. C'est une approche qui demande du temps. Et le système, il n'a pas de temps. Mais elle le prend, ce temps-là, et c'est en ça qu'elle fait un travail extraordinaire. Comment vous avez trouvé comme ces dames-là? Les mères de Lambert, c'est la façon que Anne-Marie Bureau parle de ces femmes-là qui viennent du quartier Lambert, mais aussi d'autres quartiers autour. Et c'est en jasant avec le docteur Anne-Marie Bureau qu'on a appris, dans une autre circonstance, qu'on a appris ce travail-là qu'elle faisait et qu'on s'y est intéressé. Ça a pris un bon bout de temps à se préparer à faire cette entrevue. Oui. Parce que ce sont des parents, ces parents-là, on ne veut pas en plus leur donner une étiquette. On leur fasse dans le magazine, t'as une famille monoparentale, t'as une famille que ci, que ça. On ne veut pas ajouter. Alors, il a fallu le faire avec beaucoup de respect et ça demandait une certaine collaboration, une certaine planification. Parce que là, ils ont créé une famille et comme je vous le disais en pré-entrevue, là, excusez-moi, mais vous les hommes, mais quand on est à la maison, il y a des enfants, la petite affaire qui se passe, c'est toujours maman, viens à la rescousse. Et en fait, les femmes, elles portent beaucoup plus le poids, surtout quand il y a des enfants, beaucoup plus le poids à la maison, que ce soit même pour le mari, parce qu'on veut s'occuper de tout le monde en même temps. Et souvent, elles s'oublient. Je pense que c'est là que je pense qu'on est un peu dépassé, épuisé. Et où sont les papas dans le cas des mères de Lambert? J'allais venir avec la question, parce que là... Il y en a, des fois, qui sont dans le portrait. Il y en a, évidemment, c'est des mères monoparentales, donc le papa n'est plus dans le portrait. Mais ceux qui sont dans le portrait sont souvent, ou ceux qui n'y sont plus, sont souvent des enfants eux-mêmes de la DPJ, de la protection de la jeunesse, de ce qu'on a l'aide à l'enfance en Ontario. sont donc des enfants qui ont été dans le système, qui sont devenus des adultes, mais ils n'ont que le corps d'adulte, parce que dans leur tête, ils sont encore... comme des enfants, mon Dieu, c'est encore des personnes souvent qui sont immatures. Ouais. Alors, il faut accompagner ces papas-là pour les faire progresser, les faire maturer, les faire prendre conscience de leurs responsabilités, les aider aussi, et non pas les juger. Et ça rentre dans l'espèce de concept derrière ce centre de pédiatrie sociale du Dr Anne-Marie Bureau. Le jour où vous la reverrez, vous le ferez un gros bisou de ma part parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Et puis là, on va passer à un deuxième dossier. Un dossier, parce qu'Halloween s'en vient, là, il y a toutes ces affaires. Donc, on va parler de métaphysique, là, de clairvoyance. Hein? Attention. De clairvoyance? On l'a appelé dossier clairvoyance, okay. Mais c'est un terme que j'aime pas tellement parce que là, on pense à la boule de cristal, exactement. À la tireuse de cartes et tout ça, et c'est pas là du tout qu'on s'en va. Okay. Dans cet article-là, ce qu'on a fait, on a été parler à des gens qui communiquent avec les esprits, ou prétendent le faire d'une façon ou d'une autre, selon votre point de vue. Parce qu'il y a des gens qui semblent avoir une disposition naturelle pour être en mesure de le faire et qui font bénéficier à d'autres personnes. Pour aller chercher une certaine guidance, pour aller chercher certains conseils ou se réconcilier avec le départ beaucoup trop tôt d'une personne d'un proche. Et évidemment, quand vous commencez à ouvrir cette canne de verre-là, ben vous avez toutes sortes de monde. Vous avez des gens qui sont en mesure de démontrer de façon assez étonnante leur pouvoir. Et vous avez aussi les gens qui sont sceptiques. Très sceptiques aussi, oui. Et les gens qui sont sceptiques vont souvent faire des mises en garde. Ils vont dire, attention, c'est trop facile d'aller voir justement une clairvoyante et de se faire dire ton avenir aussi ou ça, tu devrais te prendre en main physiquement, t'as mal aux genoux, alors que c'est de l'observation tout simplement de la personne. Dépendamment du sexe, du genre, on définit... Exact. Alors que dans la spiritualité, on est complètement ailleurs. Là, on est dans la communication avec les esprits. Évidemment, les sceptiques disent que ça n'a jamais été démontré, on n'a jamais pu le prouver, on n'a jamais pu avoir filmé sans qu'il y ait une arnaque en arrière de ça, une manifestation quelconque. Puis il y a quelqu'un qui faisait qui donnait un exemple qu'on pouvait essayer à la maison, quelque chose que moi, franchement, je ne ferais pas. L'histoire du mémo avec le téléphone, là, oui. Je suis sûre qu'il y a forcément quelque chose qui se passe. C'est un de ces communicateurs-là qui nous dit, écoutez, c'est une expérience qui est très facile à faire. Les esprits sont là, ils tentent de communiquer avec nous, mais ne le font pas de manière conventionnelle. Ils le font à travers le bruit. Alors, des fois, ça peut être en échappant un objet qui va faire du bruit, ou par exemple en ouvrant le robinet, en laissant couler l'eau, vous prenez votre téléphone cellulaire, vous le mettez sur le mode enregistré et vous le mettez là à côté. Oui. Vous pouvez poser une question ou non, et là vous quittez.
Et quand vous revenez, vous écoutez l'enregistrement et à travers les vibrations de l'eau, vous allez possiblement entendre des voix. Et ce sont des voix qu'on associe justement aux esprits, ou enfin que lui associe aux esprits. Je ne l'ai pas essayé personnellement. Je ne sais pas pour toi, là. Non. Le 31 octobre, non, à l'Halloween? Je suis très peureuse, moi, là. Je risque franchement de ne pas dormir chez moi. Mais ça dépend. Peut-être que tu entendrais de belles choses. Peut-être que tu entendrais... Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je n'ai pas encore le cœur à ça, là. Je suis une grosse peureuse. Pour l'instant, je laisse me jeter ça. Imagine que le message, c'est « J'ai enterré un trésor dans le sous-sol ». Bon, OK, là, on va réfléchir un peu plus lentement, là, ouais. Sinon, sérieusement, à lire l'article, on a une autre ouverture sur ce sujet. Parce que là, vous avez pu faire une petite interview avec une canalisatrice qu'on connaît, puis je vais la recevoir tantôt, Marie-Pierre Chaumont, qui se dit guide spirituel. En fait, elle est guide, et puis ça n'a rien à voir avec ces histoires de clairvoyance. Ça n'a rien à voir avec peut-être les médiums, mais chacun a son approche par rapport à la chose, hein, dans le fond. Juste avant l'entrevue, j'avais le privilège de lui parler. Je lui ai posé la question, mais comment êtes-vous en mesure de déterminer si ce que vous ressentez vient de vous ou si ça vient de l'extérieur? Si c'est un esprit qui vous parle d'une façon ou d'une autre? Et elle dit, au début, c'est pas évident. Au début, on n'arrive pas parce que des fois, on a nos propres bagages, on a notre propre... Et elle pourra l'expliquer sûrement mieux que moi. Mais éventuellement, on finit par apprendre quand on fait le ménage dans sa vie et qu'on est ouvert à ça. Il faut aussi l'être ouvert parce que vous pourriez ne pas être dans un état réceptif par rapport aux messages qui viennent de l'au-delà à cause de ce que ça engage et tout ça. Mais elle dit c'est une vibration. Elle dit, c'est difficile à expliquer, mais c'est une vibration et on le sent, on le sait quand ça vient de l'extérieur. Parfait. Je vous garde avec moi parce qu'après la pause, on va parler des cauchemars d'avant. Vous savez, Halloween s'en vient. Et aussi l'art de se chicaner. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodia. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodia. Je disais à M. Dufresne tantôt que je ne me rappelle pas de mon enfance avoir fait des cauchemars. Mais j'étais petite, peut-être que oui. Je vais appeler maman tout à l'heure, lui demander. Faut-tu avoir vécu une bonne vie pour pas avoir fait de cauchemars? Peut-être que j'étais toujours dans les bras à maman ou à papa, je sais plus. J'étais abonné aux cauchemars. Je me souviens, entre autres, je devais avoir 7 ou 8 ans, de m'être réveillé la nuit, convaincu qu'il y avait des araignées dans mon lit. Mais terrorisé, là, terrorisé. Et évidemment, il n'y en avait pas, là, mais des cauchemars de toutes sortes. Et puis l'article me plaît tellement parce que là, on fait une distinction entre les cauchemars et les terreurs nocturnes. Oui, c'est un article, en fait, c'est un volet sommeil qui revient dans chaque parution et on a décidé de parler des cauchemars, des rêves des cauchemars et des terreurs nocturnes parce que c'est le lot de beaucoup d'enfants, beaucoup plus qu'on le pense. Dans la cause
il n'y a pas une grande distinction entre les cauchemars et les terreurs nocturnes. Mais dans la manifestation, là, on est dans deux choses complètement différentes. Les cauchemars, souvent, ça va débuter entre 3 et 6 ans. Ça va être présent beaucoup entre 6 et 10 ans. Ça va sûrement, plus souvent qu'autrement, ça va avoir comme origine, par exemple, il y a eu de la chicane dans la maison, il y a un taux d'anxiété accru, il y a quelque chose qui s'est passé à l'école. Des fois, ça peut être lié à quelque chose qu'on a mangé avant de faire le dodo. Un film qu'on a regardé. Un film qui nous a inquiétés, des choses comme ça. Et le cauchemar, on sait ce que c'est. On a toujours l'impression que le cauchemar, c'est un monstre. C'est souvent associé au fait que les enfants gardent une impression plus profonde, plus marquée des choses qui les frappent. Alors, un film avec des monstres et des choses comme ça, c'est une émotion nouvelle pour eux, ça va les marquer. Il y a des chances donc que c'est ce qui va rejouer après ça dans la nuit quand le sommeil est perturbé. Mais les cauchemars, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi la peur de l'abandon. Je rêve que papa est mort. Je rêve que maman nous quitte. Je rêve que je suis dans l'eau, je suis en train de me noyer. Alors, c'est aussi ça, les cauchemars. Et c'est important de comprendre que l'enfant peut s'apaiser, tout simplement, on le réveille, parce qu'on peut réveiller un enfant qui fait un cauchemar. Contrairement au somnambulisme, on dit qu'habituellement, il ne faut pas réveiller l'enfant. Et on peut l'apaiser dans nos bras en lui parlant, et l'enfant, éventuellement, va se rendormir et il va se rappeler souvent de son cauchemar le lendemain. La terreur nocturne. Ça, c'est un autre registre complètement. Les âges sont relativement similaires. Ça survient habituellement dans la première portion du sommeil, dans le sommeil profond. Et la terreur nocturne, elle est déraisonnable et elle est très difficile à contrer. C'est-à-dire que c'est très difficile d'essayer d'apaiser son enfant. Et pour l'avoir vécu, lorsque j'étais jeune, la terreur nocturne, se réveiller en pleine nuit, c'est la nuit noire. C'est lorsqu'on crie, là, comme... c'est une terreur sans nom, là. Et dans certains cas, comme je l'ai vécu, on peut ajouter à ça une aphonie, c'est-à-dire que vous n'émettez pas de son, et une paralysie. Alors, vous vous réveillez, vous êtes incapable de bouger, incapable de crier, et vous êtes terrorisé par quelque chose. Oui, moi, c'était les araignées. Je me rappelle, mais... Ah bon? Maintenant qu'on parle de ça... On a dû manger la même chose ce soir-là. Les araignées qui rentraient par ma fenêtre, puis j'arrivais pas comme à... J'ai l'impression que j'étais éveillée, mais je dormais, là. C'est ça. Ça, c'est un élément qui est important, qui est intéressant. C'est cette certitude qu'on a qu'on est éveillé, alors qu'on est en réalité dans une espèce de... entre-deux. On est comme dans un... Je n'étais pas dire un sommeil paradoxal, c'est peut-être pas la bonne définition. Et à quoi est-ce que c'est attribuable? C'est un petit peu la même chose. On est un peu dans le même registre, c'est-à-dire que l'hérédité, le manque de sommeil, une routine dérangée, quand on est malade, quelque chose qu'on a vu. Donc, encore là, des causes sur lesquelles on n'a pas beaucoup de contrôle, mais ce qui est important, c'est de savoir comment réagir, comment rappeler à l'enfant qu'il est dans un milieu sécuritaire. Ça a beaucoup parce qu'il y a beaucoup des cauchemars et des rêves qui ont rapport avec le sentiment de sécurité ou d'insécurité de l'enfant. Et c'est important de rappeler à l'enfant qu'il n'y a pas de menace, qu'il n'y a pas de danger et qu'il est dans un milieu... Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans cet article, il y a des astuces pour les parents et puis on va les inviter à lire cet article. Puis là, on va parler du dossier sur les aînés que, franchement, là... La génération sandwich. Oui, on n'y pense pas, hein? Mais c'est quelque chose qui se vit comme à chaque jour. Alors, qu'est-ce que c'est la génération sandwich? Est-ce que c'est la génération qui mange du pain pas de croûte dans une résidence? Non. Ça m'a allumé au début, mais après, je me suis dit, OK, non, on parle pas de ça. Non. La génération sandwich, ce sont des gens comme vous et moi, Claude, qui sont pris entre des parents âgés qui ont besoin de soins et leurs propres enfants. Ouais. Et des fois, on ajoute, et là, c'est propre à notre génération, on ajoute une autre trolley d'enfants, donc des petits-enfants. C'est la première fois dans l'histoire que... 3 générations on se retrouve avec 4 générations. Petits-enfants, enfants, les adultes et les parents âgés. C'est arrivé ponctuellement dans le passé, mais que ce soit maintenant le trait commun d'une génération, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a des parents âgés qui vivent assez vieux
pour avoir de façon commune 4 générations qui se côtoient. Maintenant, le parent adulte est pris dans ses propres problèmes de vie. Des parents qui... alors, nous, comme parents, on a nos propres parents qui ont besoin de soins. Okay. Ils arrivent à l'âge où, parfois, il faut prendre la décision, est-ce qu'on s'en va en résidence? Des fois, on a des signes de démence qui apparaissent. Et là, vous êtes pris dans la culpabilité entre le besoin que vous avez de donner du temps à votre conjoint, donner du temps à vos enfants, mais il faut aussi vous s'occuper de vos parents. Il faut leur donner du temps, il faut leur donner de l'accompagnement. Et des fois, vous avez des enfants qui reviennent à la maison et qui ont leurs propres enfants. Et comme vos enfants doivent aller travailler, bien, qui hérite d'avoir... C'est nous, c'est ça. Souvent, effectivement. Puis c'est quoi la tranche d'âge même? Je pense quelque chose comme 40 et... 35 à 55 ans environ, c'est la tranche d'âge la plus visée. La plupart des... Vous savez qu'il y a des gens qui sont pris dans cette situation-là et qui doivent quitter leur emploi pour pouvoir s'occuper de leurs parents âgés. Ils sont pris entre les deux. Alors, il y a un poids réel. Ils deviennent des proches aidants comme informels parce qu'ils n'ont pas vraiment eu de... pas informel, très, très formel. Et ces proches aidants-là, souvent, vont avoir une diminution de leur qualité de vie parce qu'évidemment, ils se donnent beaucoup. Ils ont moins de revenus parce que le temps qu'ils amputent au travail en tombant parfois à temps partiel ou en manquant de journée ici et là affecte leurs revenus. Donc, c'est une situation qui peut facilement déborder dans une forme de détresse pour laquelle il faut aller chercher de l'aide. Des organismes, par exemple, l'appui. En Ontario, il existe aussi des organismes qui peuvent venir en aide. Les centres de services sociaux, entre autres, peuvent le faire. Et c'est important de le faire parce qu'il existe des ressources pour venir en aide aux gens qui vivent dans des situations comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est de mettre de côté cette culpabilité qu'on a envers soi-même. On voudrait être plus présent, on voudrait être plus là, mais souvent, on ne se rend pas compte qu'on en fait déjà beaucoup trop. Beaucoup. Et sans grande surprise, évidemment, les femmes s'en mettent énormément sur les épaules. Elles ont les tâches déjà à la maison, s'occupent souvent de maman et de papa, beaucoup plus que les hommes le font. Bien, merci beaucoup. Bien, je vais inviter tout le monde à aller visiter les kiosques, tous les kiosques à journaux pour prendre le droit famille. Dernière question pour vous, c'est quoi l'avenir du droit? Vous savez que le quotidien Le Droit, faisant partie du groupe Capital Média, vit des moments difficiles présentement. Il y a des campagnes d'appui qui sont en cours. Vous pouvez devenir comme lecteur, comme personne d'affaires ou n'importe qui peut participer à un effort de coopérative. Vous pouvez renseigner, faites une petite recherche sur le site du droit.com. Vous allez voir des informations, comment vous pouvez vous joindre à de la coopérative pour assurer la survie du quotidien Le Droit et des magazines. Merci beaucoup. Et puis, on a hâte pour le prochain numéro. Je sais du mois de décembre. Du mois de décembre, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Et puis, encore une fois, vous à la maison, je vais vous inviter à aller dans vos kiosques à journaux et prendre le droit famille. Il y a tellement de choses extraordinaires dedans. Ou à visiter le www.ledroit.com. Après la pause, on parle avec Marie-Pierre Chaumont. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De la jolie Rachel est là, m'en revenant. De la jolie Rachel, m'en revenant. De la jolie Rachel est là, m'en revenant. De la jolie Rachel, j'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon cimacelle et là, dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon cimacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si à boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si à boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a tout joli petit joli.
De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec Marie-Pierre Chaumont, notre canalisatrice, qui n'est pas guide spirituel, mais en fait enseignante spirituelle. C'est quoi la différence? En fait, enseignante spirituelle, ce que c'est que tu enseignes toutes les modalités, tout ce que tu connais, puis sans forcer la personne, sans lui indiquer qu'est-ce qu'elle doit faire. Oui, on accompagne, mais un guide, c'est plus quelqu'un qui va avoir précisément comment tu dois le faire. Moi, j'aime vraiment laisser ça entre les mains des gens. Je pense que chaque personne va connecter à sa façon. Donc, j'enseigne, puis après ça, les personnes vont faire comme ils pensent que c'est la meilleure chose pour eux. D'accord, parfait. Au moins, c'est plus clair dans mon esprit. Et puis là, aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Oui. Je pense que tout le monde l'a, mais on ne s'en rend pas compte. Surtout les femmes. Ah bon? Les femmes ont beaucoup le syndrome de l'imposteur. Oui. Donc, il y a une... puis tu me diras ce que tu en penses, là, mais je lisais un article intéressant. Tu sais comment est-ce qu'il y a des femmes qui ont été brûlées au bûcher quand elles s'exprimaient? Donc, il y a une théorie qui dit que c'est la blessure de la sorcière. Donc, quand les femmes s'exprimaient dans qui elles étaient, bien, c'était dangereux. Donc, selon cette théorie-là, les femmes aujourd'hui qui commencent à être elles-mêmes, qui s'expriment, qui sortent des carcans, bien, elles se sentent en danger, elles ne se sentent pas en sécurité. En sécurité. Oui. Souvent aussi, les femmes, on a des idées préconçues de qui on est censé être. On est censé être la bonne mère, la blonde, on a toute cette liste de tâches-là. Oui. Et donc, on n'est jamais capable d'arriver à tout et on se sent imposteur constamment. Okay. Est-ce que toi, tu l'as senti aussi? Oui. Oui, constamment. Oui, en ce moment même, on se sent imposteur. Je pense que ça m'est passé pour aujourd'hui. Un petit peu, tu as eu ta dose ce matin. Oui. Mais comme tu as dit que c'était beaucoup pour les femmes, comment tu penses qu'on se rend à là? Oui, tu as parlé du passé, l'histoire avec la sorcière, mais est-ce que tu penses que ça a rapport avec notre passé à nous-mêmes? Bien, je pense que c'est surtout aussi comment on a été élevés. Donc, les filles et les garçons, souvent, ne sont pas élevés de la même façon. Tu sais, les garçons, c'est l'expression « boys will be boys ». Ils ont le droit d'arracher les rideaux. Les filles, il faut qu'elles aient une attitude, une façon... une femme dans il faut qu'elle soit posée, mature, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est pas noir et blanc. Il y a des hommes qui vivent le syndrome de l'imposteur. Il y a des femmes qui le vivent beaucoup moins. Mais moi, j'ai remarqué souvent dans mon travail, les femmes avec qui je travaille le ressentent énormément. Puis c'est intéressant parce qu'ils pensent que souvent, les gens autour ne vivent pas le syndrome de l'imposteur. Puis moi, ça m'a fascinée. En fait, je l'ai vraiment pris conscience ce mois-ci parce que j'accompagne un groupe en canalisation. Puis je racontais aux filles mon propre syndrome de l'imposteur. Comment moi, je voulais pas canaliser, je voulais rester dans mon emploi de 9 à 5. Et ton groupe, je pense, c'est pour ta maîtrise? Oui, la maîtrise en canalisation. OK. Mais c'est bouclé, là. Oui, mais la prochaine va être en mars. OK, parfait. Et quand j'expliquais ça aux filles, les filles me disaient « Ah, toi aussi, tu as le syndrome de l'imposteur. Je pensais que vu que tu étais rendu à ce niveau-là dans ton travail, tu ne le vivais plus. » Fait que tu es en train de me dire que même des personnes qui sont connues et tout ça, ils peuvent vivre aussi ça? Toujours. Toujours. Okay. Moi, je serais étonnée. Du stress, ben oui, parce que en fait, j'ai un super bel exemple. Tu connais Maya Angelou? Non. Ah, elle est magnifique. Vraiment, va voir ses livres, elle est absolument magnifique. Elle a écrit plusieurs livres, puis elle disait à son 11e livre, bon, là, ça y est, les gens vont voir que je suis une imposteur. Même si elle est encensée, elle travaillait avec Oprah, elle est extraordinaire, elle-même, elle pensait qu'elle allait se faire attraper comme étant imposteur. Puis Meryl Streep, l'actrice américaine, même si elle a gagné plein de prix... Cette madame-là? Oui, Meryl Streep disait la même chose. Elle dit, là, c'est clair, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, attendez, là, c'est pas une bonne actrice, finalement. Tout le monde a, à un niveau ou à un autre, un moment où on se sent imposteur. Okay. Parce qu'on a des zones de vulnérabilité. On a des moments où on a peur d'être jugé. On a des moments où on sent qu'on devrait tout savoir pour être accepté. On devrait être l'expert dans tout. Exactement, surtout dans le milieu du travail, là. Oui, exactement. Okay. Et donc, ce qui est vraiment libérateur quand on est... Je vais donner les astuces tout à l'heure, mais moi, ce que je sens qui est vraiment libérateur, c'est quand on prend conscience que tout le monde a le syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre, bien, ça nous exprime qu'on n'est pas les seuls, puis que finalement, on a le droit, parfois, de se sentir comme ça. On n'a pas besoin de toujours être parfait ou avoir toutes les réponses. OK. Et comme tu le dis, là, tu es en train d'essayer de démêler un peu tout ça avec nous, mais pour des gens qui s'en rendent vraiment pas compte, c'est quoi les signes, tu penses qu'on devrait faire attention? En fait, avec le syndrome de l'imposteur, ce que c'est la peur de l'échec. D'accord. C'est la peur de décevoir les gens, que ce soit la famille, les clients, de toujours se mettre à un niveau puis de sentir qu'on n'arrive jamais à ce niveau-là, qu'on n'est jamais assez. C'est aussi la peur de se faire découvrir comme étant une fraude ou d'être jugé par les autres. OK, là, Et donc, tu vois, ça englobe plusieurs personnes.
Et puis ça touche tous les domaines, moi je dirais. Ça touche tous les domaines. Oui, exactement. et tout. Oui. Donc si on part de l'idée que si tout le monde est comme ça et qu'on va probablement être jugé dans notre vie, bien en fait, on doit se concentrer sur plutôt qu'est-ce que nous, on a le goût de vivre comme vie. Et les gens qui en ont besoin de ce qu'on partage, bien ils vont le recevoir. Dans une de nos discussions, je me rappelle bien que on parlait et puis tu as mentionné quelque chose comme, même si les gens s'en rendent pas compte, parce que là on a parlé de la peur de décevoir et tout, peut-être qu'ils vont se dire, oh non, j'ai pas peur de décevoir. Mais dans le fond, la question qui revient tout le temps, mais je suis qui moi pour faire dire ça? Oui, je me prends pour qui moi? Oui, moi il m'est arrivé quelque chose. Oui, puis je te le comprends parce que il y a quelques années, moi je faisais des groupes, j'animais des groupes, puis mon premier groupe, j'avais quelqu'un qui avait amené ses amis, puis j'avais 25 personnes dans la salle. Puis c'était toutes des femmes plus âgées que moi. Et tout le long de la soirée, ils étaient assis comme ça, ces femmes-là, puis ils me regardaient. Puis ça n'avait pas levé mes affaires. Ça n'avait pas été un grand succès. Et la vibration, c'était ça. Mais elle se prend pour qui, elle? Et à la fin de la soirée, je me sentais tellement pas bien là-dedans. Puis j'ai réalisé, je me sentais tellement imposteur, mais c'est parce que c'était pas les personnes avec qui j'étais censée travailler. Elles n'étaient pas réceptives. Puis en fait, probablement, mon message n'était pas pour elles. D'accord. Donc, ce n'est pas toujours à propos de nous quand on se sent imposteur. C'est parfois aussi parce que la personne nous juge ou parce qu'elle-même, elle se sent pas à la hauteur. Et donc, plutôt que de regarder sa propre blessure, c'est beaucoup plus facile de juger quelqu'un. Ouais. Donc, je le dis souvent, quelqu'un qui juge est quelqu'un qui est blessé, à un niveau ou à un autre. Wow. Oui. C'est fort, ça. Tu ne juges pas si tu n'es pas blessé. C'est fort. Tu ressens pas le besoin de juger. Moi, j'étais beaucoup dans le jugement quand j'étais plus jeune. Parce que je me sentais pas à la hauteur, je sentais que j'étais une imposteur. Donc, et puis là, j'ai commencé à remarquer il y a quelques années, quand je commençais à me comparer à des gens qui font une forme de travail que je fais moi aussi. Puis là, je sentais un petit peu de jugement où je me sentais imposteur. Bien, j'arrêtais, je me disais, OK, là, clairement, je suis dans mon syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Je me sens pas à la hauteur. Je sens que je me prends pour qui pour faire ça. Donc, il faut s'observer énormément quand on commence à sentir qu'on a peur de l'échec, qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a une blessure en soi. Tout le monde a des blessures. Oh mon Dieu. Tout le monde. Il y a un bagage de blessures émotionnelles. Toujours. On est un sac de blessures. Mais la clé, c'est de se regarder puis de dire comment est-ce que ça m'atteint puis comment ça influence mes actions. Dieu merci que tu es là sur le plateau avec nous parce que tu as apporté plein d'astuces. Et je vais garder les gens aussi à la maison avec nous parce que juste après, on va parler des astuces. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un garçon, une fille, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie est là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au beau milieu de la ville et là nous les enterrerons au beau milieu de la ville et là sur la tombe de la fille on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon on plantera De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a essayé de comprendre, ou du moins moi j'ai compris, j'espère que vous aussi, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. Il faut juste, comme tu as dit, respirer dedans, puis aller chercher les blessures qui sont... De se voir là-dedans. Si vous êtes dans le jugement, probablement que vous avez aussi le syndrome de l'imposteur parce que vous jugez les autres parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez. Chaque personne est venue apporter quelque chose de précieux. Donc, vous avez quelque chose d'unique à apporter. Même si on n'est pas qualifié souvent?
on l'est toujours de qui on est, juste par notre présence. Oui, parfois, il faut aller chercher des diplômes. Oui, c'est sûr qu'on ne devient pas chirurgien en se levant le matin, là. Mais il faut aussi prendre conscience que juste de notre part, j'ai de la difficulté avec mon mot, de par notre présence, on a de la valeur. Puis on a quelque chose à apporter. Fait que moi, je vais parler de 4 astuces. Oui, donc, mon premier, c'est se pardonner à l'avance de ne pas tout savoir. On commence en disant « je ne saurai pas tout ». Puis moi, c'était une phrase qui était difficile pour moi de dire durant une canalisation. « Ah, ça, je le vois pas. Ah, ça, je le sais pas. » Parce que je voulais plaire à la personne, je voulais pas avoir l'air d'un imposteur. Et aussi, je me sentais, mon Dieu, si je le sais pas, je dois pas être assez bonne. Mais là, j'ai commencé à dire, par respect pour la personne surtout, non, ça, je ne le vois pas. Parce qu'il y a des fois aussi en passant que je ne dois pas le voir. Il y a des parties où ce n'est pas dans le cheminement de la personne de le savoir à ce moment-là. Et donc, c'est de se pardonner de ne pas tout savoir. Puis c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'être dans l'ouverture si on lui dit « Hey, sais-tu, je le sais pas. Je vais aller chercher l'information » ou carrément « Je ne le sais pas ». Oui, OK. Là, je vois qu'on est beaucoup plus sincère. Puis ça permet d'avoir une paix à l'intérieur. Parce que quand tu mens, tu sais que tu... Eh oui. Et l'autre affaire, c'est que si tu es jugé en disant à la personne « Hey, sais-tu, je le sais pas », si elle te juge, bien, c'est même pas à propos de toi. Parce que quelqu'un qui n'a pas de blessure ne va pas te juger là-dedans. Elle va dire « Hey, merci de me le dire, j'apprécie ton honnêteté. » D'accord. Ça nécessite énormément de vulnérabilité de dire « je ne le sais pas ». À qui le dis-tu? Oui, et la vulnérabilité nous rapproche de notre connexion. Parce que quand on est en vulnérabilité, on est en ouverture, on n'est pas dans la résistance, on est juste dans le lâcher-prise. OK. D'accord? Apprendre à être vulnérable. Oui, c'est ça. Se permettre d'être vulnérable. En deuxième, ça, j'adore ça. Joindre la conversation à la place de penser qu'on doit être l'expert complet dans toute la conversation. J'en connais une comme ça. Donc, à la place de dire, mettons en canalisation, si moi, je pensais que je devais être l'experte absolue par-dessus tout le monde, bien, ça me ferait sentir imposteur parce que c'est impossible pour moi de tout connaître, de tout savoir. On apprend toujours des autres, de toute façon. Oui. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je me joins à la conversation sur la connexion spirituelle. J'apporte ma saveur. Moi, c'est ça que je sais. C'est comme ça que je travaille. Toi, tu vas le faire à ta façon. Et là, tous ensemble, on va travailler en équipe. On joint tous notre mot à la conversation. J'adore tellement ça comme façon, là, parce que ce que ça fait, c'est que ce n'est plus une compétition. Ce n'est plus, moi, j'essaie de me remonter par-dessus les autres. C'est plutôt, moi, ce que j'apporte, ça a de la valeur. Et toi, ce que tu apportes, ça a de la valeur. Il n'y a personne qui est imposteur. Tout le monde apporte quelque chose de particulier et d'unique. Et ça me fait penser à ce que tu dis là par rapport aux blessures. Parce que quand on veut toujours être au-dessus de quelque chose, je pense que... Bien, quand on rabaisse les gens, là, il y a du jugement. Quelqu'un qui rabaisse quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a toujours le sentiment qu'il doit prouver ou rabaisser, il y a une blessure là. De reconnaissance, de valorisation, d'estime, d'amour. OK, d'accord. Ensuite, donc, moi, ça aussi, j'aime bien ça. Quand vous décidez, là, moi, j'aimerais ça soit accompagner ou écrire un livre ou avoir mon mot à dire, parlez donc de ce que vous auriez aimé savoir. Quand j'ai écrit mon livre « Une vie lumineuse », là, au début, je me disais, mais qui va lire ce livre-là? Et j'ai commencé à me revoir il y a 8 ans. Qu'est-ce que moi, j'aurais aimé lire? J'aurais aimé ça apprendre la base de la connexion. J'aurais aimé ça lire sur plein de choses que là, j'ai appris. Puis là, maintenant, ça me paraît évident, mais avant, ça ne l'était pas pour moi. Donc, si vous avez le goût de joindre la conversation, parlez de ce que vous avez appris jusqu'à date et ce que vous auriez aimé savoir. Donc, souvent, mettons que je parle avec des gens qui veulent se lancer en entreprise ou qui veulent faire des conférences ou écrire des livres. Puis là, ils me disent, je me prends pour qui, moi? Tu connais quelque chose, tu as une expertise à un niveau ou à un autre que quelqu'un n'a pas. Pars avec cette idée-là. Parce que toi, tu as fait des recherches, tu as fait du travail sur toi, tu apportes quelque chose. Donc, parle de ça. Et pas le sentiment qu'il faut que tu parles d'affaires que tu connais pas ou que tu fasses semblant que tu connaisses tout. Ou aller faire des recherches qui sont platoniques et puis on vient le déverser au public. Oui, exactement. Parle de ton expérience, parle de ce que tu aurais aimé savoir. Parce qu'il y a des gens comme toi qui sont pas au niveau où tu es, qui aimeraient le savoir. Tu comprends? C'est beaucoup plus simple dans mon esprit. Oui. Il y a une expression qui dit « Écris le livre que tu aimerais lire » ou que tu aurais aimé lire. Donc, appliquez-le à tout. Si vous voulez faire une différence, faites-le de ce que vous auriez aimé recevoir comme information. C'est très beau, ça. OK. D'accord? Donc, la dernière, c'est les gens, ils vont nous critiquer, peu importe ce qui arrive. Oh boy, ça, là... Faut que tu l'acceptes.
il faut qu'on arrive, tout le monde arrive à dealer avec ça, parce que c'est compliqué. Moi, j'avais de la difficulté avec ça. Moi, je voulais tellement être aimée, là. Je le dis à Ariel. On est bon, on est gentil. Ben oui, je suis tellement fine. Et finalement, même si t'es super fine, ça n'a même pas rapport avec toi. C'est la blessure de la personne qui influence sa vision, son filtre. Okay. Ça n'a même pas rapport avec toi. Fait que, puis même, on n'est pas la saveur de tout le monde. C'est correct. Oui, c'est vrai. Tu sais, moi, il y a des gens qui n'aimeront pas ce que je fais, puis vraiment, je le respecte. Puis moi, l'autre affaire, c'est que, mettons, par exemple, les gens me disent, oui, mais si les gens n'aiment pas ce que tu fais, tant qu'il y a du respect, il n'y a aucun problème. C'est correct de dire, moi, ça ne résonne pas avec moi, mais je te respecte là-dedans. OK. Donc, c'est pas une question de se faire marcher dessus puis dire, bon, mais c'est correct, faut que j'accepte d'être jugée. Non, il faut quand même que tu sois respecté là-dedans. Mais si tu pars de l'idée, que moi, je vais probablement être jugée, crée-le pas dans l'énergie, là, mais de dire, il y a des bonnes possibilités que je sois jugée, bien, c'est quoi, je suis déjà correcte avec ça. Parce que moi, je suis en alignement avec mon message. Qu'est-ce que moi, je veux passer? Puis si, mettons, c'est dans le cadre du travail, si vous êtes dans le travail, il y a des gens avec qui vous allez moins cliquer. Oui. Ça n'a pas d'impact sur votre valeur. Si vous êtes authentique, vous êtes respectueux, vous respectez, le jugement des autres n'a pas d'impact sur votre valeur. Ça ne devrait pas l'influencer. Ouf. Tu comprends? Oui. Donc, il faut travailler aussi beaucoup sur nous pour arriver à ce stade. Toujours. J'anime un atelier pour les gens en entreprise, puis on parle de le leadership conscient. Et quand on est en conflit au travail, la majorité du temps, c'est nos blessures qui parlent. Et donc, si on revient au syndrome de l'imposteur et que la majorité des gens se sentent imposteurs à un moment ou à un autre, bien là, c'est plus facile d'avoir de l'empathie. De dire, sais-tu quoi, tout le monde se sent comme ça, fait que on va l'accepter. Merci, je te garde avec moi parce que tu as de bonnes nouvelles aussi pour nous. Et puis on va en parler après la pause. Restez avec moi pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Dans l'apéro avec Julie, je reçois un espion retraité, l'agent 431 Gégé Brun, pour nous aider à décoder les comportements humains. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine, Anna t'en parle. François nous fait une belle recette d'automne. Et Anne nous propose un produit pour la peau local végétarien. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Alors, on a découvert ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. On a appris à guérir de ça avec les 4 astuces que tu as données. Mais là, tu parles toujours à chaque fois qu'on se voit de méditation. Parce que ça aide beaucoup. Je pense que tu nous fais un cadeau, là. Oui, bien en fait, il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide avec la méditation. Je fais 21 jours de méditation à partir du 11 novembre, pendant 21 jours, à 6h15 le matin sur Facebook MP Chaumont. Et donc, je vais méditer pendant 15 minutes. Et puis, en live, là? En live, mais les week-ends, c'est à 9h15. Pas à 6h. On peut dormir un peu. Allez sur mon Facebook MP Chaumont et puis vous allez avoir des informations. D'accord. Et puis, dernier conseil pour les personnes qui souffrent de syndrome de l'imposteur. Regardez-vous, respirez dedans. Prenez le temps de regarder ce que ça vous fait vivre comme émotion, comme sensation.
puis commencer à respirer, ça libère quand on respire, quand on en amène ça à la conscience. Merci beaucoup, Merci Marie-Pierre. Et puis, merci à vous aussi d'être resté avec nous, comme elle a dit. Là, si vous voulez apprendre à méditer, allez visiter sa page Facebook, MP Chaumont, et puis vous allez avoir toutes les astuces pour pouvoir bien méditer. Et je suis sûre que, si j'oublie pas, elle est en live sur Facebook les vendredis et les mardis sur Instagram. Fait que, les lundis sur Instagram. Les lundis sur Instagram et les vendredis sur Facebook. Il y a plein d'informations qu'elle donne à chaque vidéo. On se voit demain à l'émission. On va parler avec deux auteurs des éditions L'Interligne. Restez connectés. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Vous regardez TV Rogers.